Bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment établir une facture. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. La vidéo d'aujourd'hui sera découpée en 4 parties. Dans un premier temps, nous verrons quels sont les différents types de factures. Ensuite, nous verrons les éléments qui viennent réduire le montant final facturé. Puis nous passons aux éléments qui augmentent ce coup-ci le montant de la facture. Et enfin, nous verrons les éléments obligatoires à mettre sur une facture pour qu'elle soit conforme à la loi. Donc premier point, quels sont les différents types de factures? Il y en a principalement deux, c'est la facture de droit et la facture d'avoir. Nous allons voir ici la différence entre les deux. Petite définition juridique pour commencer. La facture de droit, donc c'est un document écrit, c'est obligatoire, dressé par un commerçant et qui constate les conditions auxquelles sont achetés ou vendus le bien ou les services. La facture de droit est en fait la facture classique que vous recevez lorsque vous achetez quelque chose à un commerçant. On l'appelle facture de droit car elle génère une dette à la charge du client, donc de l'acheteur. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que lorsque vous achetez quelque chose, vous devez de l'argent à celui à qui vous achetez le bien ou le service. C'est pour ça qu'on appelle la facture de droit. Très important, la facture est le seul document juridique qui apporte la preuve que les biens et services sont achetés ou vendus, en fonction si c'est une facture d'achat ou une facture de vente, et importe également la preuve que le client doit payer son fournisseur, que l'acheteur doit payer la personne qui lui a vendu le bien ou le service. Tous les autres documents, que ce soit le bon de commande, le bon de livraison, le devis, le bon de réception, etc., ne sont pas juridiquement valables pour prouver que vous avez une dette à payer à un fournisseur. Il n'y a que la facture juridiquement qui le prouve. Et comme c'est un document juridique qui sert de preuve en cas de litige, vous devez le conserver et l'archiver pendant une durée totale maximale de 10 ans. Le deuxième type de facture qui existe et que nous allons voir, c'est la facture d'avoir. Donc c'est également un document écrit par lequel le fournisseur reconnaît devoir une certaine somme à son client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, donc l'acheteur, doit recevoir une certaine somme, donc X euros, de la part de son fournisseur par rapport à une transaction commerciale qui a déjà été passée. Donc ici ce n'est plus l'acheteur qui doit X euros par rapport à un bien acheté à son fournisseur, c'est l'inverse, l'acheteur doit recevoir une somme de la part de son fournisseur. Donc la facture d'avoir en fait est l'inverse d'une facture de droit. Le remboursement peut se faire de deux façons différentes, soit le fournisseur vous rembourse directement la somme que vous devez recevoir, soit il vous la déduit d'une facture de droit que vous avez à son encontre. La facture d'avoir peut être constituée dans différents cas. En général, elle est réalisée pour corriger d'éventuelles erreurs qui ont été faites sur la facture initiale. Puisqu'il y a une erreur à corriger, c'est vous qui allez recevoir donc l'argent de votre fournisseur. On peut également constater une facture d'avoir pour le retour d'emballage qui ont été prêtés, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Encore, on peut effectuer un avoir pour une réduction supplémentaire, attention très important, qui n'a pas été accordée lors de la facture initiale. C'est une réduction supplémentaire qui est accordée après la facture de droit. Ce critère est très important notamment lors des enregistrements comptables, que j'aborderai par la suite dans d'autres vidéos. Maintenant que vous connaissez les deux types de factures, nous allons voir quels sont les éléments qui viennent réduire le montant final de la facture. Il y a principalement deux types de réductions qui sont accordées sur une facture, les réductions dites commerciales et les réductions dites financières. Donc on distingue trois types de réductions commerciales. Le rabais, qui est une réduction commerciale qui peut être accordée souvent en cas de retard de livraison ou si la marchandise est défectueuse, abîmée ou non conforme à ce qui avait été commandé. Les remises, qui sont plus souvent accordées en fonction du profil du client, si la quantité commandée est importante, si le client est un client fidèle avec par exemple les cartes de fidélité, ce sont un des systèmes qui vous accorde donc des remises, ou également en fonction de la qualité du client, là c'est un petit peu plus spécifique, un peu plus pour les professionnels, comme par exemple les clients de type grossiste ou détaillant. Et la dernière réduction commerciale est la ristourne, qui peut être accordée sous forme de récompense pour les clients qui ont effectué une certaine quantité d'achats au cours d'une certaine période, donc ça peut être calculé en mois, en trimestre ou en année, ou si l'entreprise cherche à fidéliser certains de ses clients. Point important qui va faire le lien avec mes futures vidéos, les réductions commerciales sont des diminutions de prix liées à des négociations commerciales. Elles ne concernent pas le comptable. C'est pour cela que dans le plan comptable, il n'y a aucun compte d'enregistrement des réductions commerciales, mis à part le fameux 609-709 RRR obtenu ou accordé. Mais j'expliquerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Il reste ensuite donc les réductions financières. Ici on en distingue une principalement, c'est l'escompte. Comme son nom l'indique, c'est une réduction qui est liée ici au niveau des paiements. Elle peut être accordée si le client règle sa facture immédiatement, donc c'est-à-dire comptant, ou si le règle suivant un certain délai qui est négocié par l'entreprise,
Souvent ça va être sur un délai assez court pour inciter le client à payer plus rapidement. Par exemple, l'entreprise peut vous accorder une escompte de règlement, donc une diminution du prix à payer si vous réglez votre facture sous 8 jours. Ainsi, l'entreprise limite les retards de paiement. Réduit également son besoin en fonds de roulement. Ça, j'expliquerai ça bien plus tard dans une autre vidéo. Et à l'opposé des réductions commerciales, celles-ci concernent les règlements, donc elles intéressent le comptable, c'est pour ça qu'il y a le fameux compte 665 ou 765 escompte accordé ou obtenu. Mais encore une fois, on verra ça lors de la prochaine vidéo d'enregistrement des factures. Donc voilà les principales réductions qui peuvent venir réduire un petit peu le montant d'une facture. Maintenant, nous allons voir les éléments qui viennent augmenter le prix final de la facture. Le premier élément est bien sûr donc la taxe sur la valeur ajoutée, cette fameuse TVA. Donc c'est quoi la TVA? C'est un impôt indirect de consommation qui est reversé à l'État. Il y a 3 agents économiques qui gravitent autour de cette fameuse TVA: le consommateur final, l'entreprise et l'État. Alors comment ça fonctionne? Celui qui va payer la TVA, c'est le consommateur final. C'est celui qui va acheter le bien, qui va le consommer. Donc logiquement, ce n'est pas à l'entreprise de payer de la TVA. Pourtant, lorsqu'elle achète des matières premières ou des biens à ses fournisseurs, il y a de la TVA sur sa facture, donc elle paye de la TVA. Pourtant, elle n'aurait pas dû puisque ce n'est pas le consommateur final. Donc l'État va l'autoriser à déduire cette TVA de ses achats, et en contrepartie, l'entreprise va appliquer de la TVA sur ses ventes. Et donc en fait, l'entreprise va récupérer, collecter la TVA sur ses ventes, déduire la TVA qu'elle a payée injustement sur ses achats, et elle va faire la différence des deux. Et si jamais il y a un surplus de TVA qu'elle a payé, injustement donc, c'est ce surplus qu'elle va reverser à l'État, qu'on appelle la TVA à décaisser. Donc l'entreprise ne paye pas la TVA, elle n'est qu'un intermédiaire. Elle la collecte sur ses ventes et elle la déduit. C'est pour ça que la TVA est un compte de classe 4, un compte de tiers, et n'est pas un compte de dépenses ou de recettes. Mais ne vous inquiétez pas, je rappellerai tout ça lors des prochaines vidéos d'enregistrement comptable de facture avec de la TVA. Donc sur votre facture, comment ça se passe? Votre bien ou votre service va être facturé hors taxe, c'est-à-dire sans la taxe, donc sans la TVA. On va ensuite rajouter ce fameux taux de TVA qui va varier en fonction du bien qui est concerné, ce qui va nous donner le prix final net à payer, dit TTC, toutes taxes comprises, avec toutes les taxes comprises dans le prix, donc la TVA. Comment est-ce qu'on le calcule? C'est tout simple, je vous donne 2 méthodes possibles. Si vous êtes à l'aise avec les maths ou si vous êtes un peu moins à l'aise avec les calculs mathématiques, vous allez voir, c'est rien de bien compliqué. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les maths, donc vous pouvez faire le montant de la TVA, on a dit c'est base hors taxe, donc sans la TVA, fois le taux de TVA. Et donc le prix TTC, c'est la base hors taxe plus ce montant de TVA. Et si vous avez un prix TTC et que vous voulez retrouver la base hors taxe, bah vous faites l'inverse, vous prenez votre partie de TTC et vous enlevez la TVA. Il y a une deuxième méthode qui est un peu plus rapide et un peu plus sûre dans le sens où, ici dans la formule basique, vous faites 2 étapes, vous faites la multiplication pour avoir le montant de TVA, et ensuite vous l'additionnez. Le problème que je vois, c'est que des fois mes étudiants oublient la deuxième étape qui est d'additionner ou de soustraire en fonction de l'opération qui est demandée. La deuxième méthode, vous allez voir, c'est pas compliqué. Le calcul de la TVA est toujours le même, base hors taxe fois le taux de TVA. Et ensuite, si vous voulez passer directement de l'un à l'autre, de l'hors taxe au TTC ou du TC au hors taxe, il vous suffit simplement de faire base hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Dans ce cas-là, vous passez du hors taxe au TTC directement. Et si vous voulez faire l'inverse, et bien l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc TTC divisé par 1 plus le taux de TVA, ce qui vous donne la base hors taxe directement. Donc vous voyez, rien de bien très compliqué d'un point de vue mathématique, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec ces petites formules, on va s'entraîner ensemble à travers différentes applications un peu plus tard sur cette chaîne. Et donc ce fameux taux de TVA, combien est-ce qu'on applique? En fait, l'État a défini différents taux en fonction du bien qui est concerné sur la facture. Dans 80% des cas, vous aurez un taux dit normal de 20%. Ce taux sera applicable à toutes les opérations qui n'ont pas un taux différent du 20%. En fait, c'est le taux qui est le plus utilisé. On retrouve, à part ce taux-là, donc un taux dit intermédiaire à 10% qui va concerner donc les opérations d'hôtellerie de restauration, les eaux et boissons non alcoolisées. Si elles sont alcoolisées, ça devient du 20%. Les médicaments non remboursables par la sécurité sociale, le transport, les œuvres d'art, il y en a encore d'autres, je ne vous ai pas fait toute la liste. On retrouve également un taux réduit à 5,5% pour les produits alimentaires de première nécessité. Je vous ai mis en exemple pâtisserie, pain, etc. Puisque les produits alimentaires comme le chocolat, les confiseries, ne sont pas des produits de première nécessité, donc c'est considéré comme du luxe et ça devient du taux à 20%. On retrouve également les abonnements de gaz et d'électricité à 5,5% et les livres. Reste le taux spécifique de 2,1%
pour les médicaments remboursés par la Sécu et la publication de presse. Donc la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez la retrouver facilement sur internet, et au cas où je vous mets un lien ici, c'est le lien de servicepublic.fr. Deuxième élément qui va augmenter donc le coût facturé au client, ça va être les frais accessoires. Il s'agit de tous les frais occasionnés par l'achat ou la vente du bien ou du service. Dans 90% des cas, ça va être soit des frais de transport, soit des frais liés à des primes d'assurance. Ces frais accessoires peuvent être facturés de deux façons. Soit ils sont facturés au forfait, donc on dit que c'est un coût forfaitaire, le prix est fixé à l'avance. Si on prend par exemple les frais de transport, ça peut être au forfait en fonction du nombre de kilomètres parcourus pour la livraison. Ou sur votre facture, si c'est écrit Franco de port, ça veut dire simplement que le coût de transport est pris en charge par l'expéditeur. Ce qui veut dire que le client ne paye pas de frais de transport. Bon, on va pas se le cacher, dans la réalité, même si c'est écrit Franco de port et que c'est gratuit pour le client, en général, ce coût du transport est intégré dans le prix de vente des produits. Donc c'est une gratuité un petit peu faussée. Mais c'est gratuit dans la ligne frais et accessoires de transport. Et dernier élément, qui là va concerner souvent plus les entreprises, ça va être les emballages. Sur certains types de produits spécifiques, il se peut que l'entreprise vende ou prête des emballages aux clients, afin de faciliter le conditionnement. On distingue principalement deux types d'emballages ici. On va avoir les emballages dits perdus, pour l'entreprise qui vend le bien ou le service. Donc ce sont des emballages soit de faible valeur, les cartons, le papier bulle, le polystyrène par exemple. Sont inclus également dans cette catégorie des emballages dits indissociables du produit, par exemple les bouteilles, vous n'allez pas vendre de l'eau sans sa bouteille, les boîtes ou les conteneurs de différents produits, quand vous achetez des biscuits par exemple. Soit ça peut aussi être des emballages qui sont ni repris ni consignés. La consignation, j'y reviendrai un peu plus tard. Et deuxième catégorie, ce sont des emballages dits récupérables. Là, pour le coup, ces emballages vont être conservés par le client, mais de manière temporaire. Le fournisseur va les prêter au client, le client va les retourner après à son fournisseur. On distingue deux catégories d'emballages récupérables, ceux qui sont identifiables par un numéro ou par une référence, et ceux qui sont non identifiables. Cette distinction aura des conséquences d'un point de vue comptable uniquement. Voilà, on a fait un petit peu le tour des éléments qui vont venir faire varier à la hausse ou à la baisse le prix à fixer sur votre facture. Il nous reste toutefois un dernier point qui est très important, c'est la conformité de votre facture par rapport au respect de la loi. Est-ce qu'elle contient toutes les mentions obligatoires qui sont fixées dans le cadre juridique? Donc c'est rien d'extraordinaire, c'est ce qu'il y a sur toutes les factures. Et on va retrouver donc notamment l'identité et les informations sur les parties, client-fournisseur, donc qui c'est, adresse, téléphone, contact, etc. Le numéro et la date de la facture, les informations sur les biens et services vendus, donc ses références, ce que c'est, le prix auquel il est vendu, à quelle quantité est-ce qu'il est vendu, le montant des différentes réductions commerciales et financières qui sont appliquées sur la facture, le montant des frais accessoires, le montant et le taux de la TVA qui est applicable, puisqu'il est tout à fait possible que sur une même facture, il y ait des biens facturés à 20% de TVA et des biens facturés à un autre taux. Donc il faut faire la distinction, c'est obligatoire. Le net à payer qui est la somme finale à régler sur la facture. Vous devez également y faire figurer les informations sur les moyens de règlement de la facture, chèque, espèce, carte bancaire, ce qui est accepté, et sous quelles conditions, c'est-à-dire quelle est la date de règlement, avec pourquoi pas une escompte de règlement sous condition d'un paiement rapide, et le montant des indemnités forfaitaires en cas de recouvrement et de retard de paiement, qui seront donc facturés au client. Et pour finir, donc, je vous ai mis un exemple visuel d'une facture de doigt et d'une facture d'avoir, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. On a ici l'émetteur de la facture, vous voyez nom, prénom, adresse, si c'est une société, donc SIRET, numéro de TVA, etc., adresse mail, etc. L'identité de celui qui reçoit la facture, donc le client, la date, numéro de facture, référence de la commande, l'échéance de paiement, le mode de règlement accepté. Ici vous avez la désignation des biens et ou des services vendus, quantité, prix unitaire, TVA appliqué, total hors taxe. On retrouve ici en tout total. La TVA totale à appliquer, qui est expliquée ici par les différents taux et les différents montants. Le total dit TTC. Et ici, vous remarquez qu'on a un acompte, c'est-à-dire que le client avait déjà versé une certaine somme avant la facture. Donc évidemment, on va lui déduire ce montant-là restant à payer. Donc 7000 TTC moins 2000, ce qui nous fait 5000 à payer. Et ici, vous avez un exemple de facture d'avoir. Donc toujours pareil, les identités des parties. Avoir, ici, vous voyez, c'est pas une facture de doigt. Et on a ici, très important, avoir sur facture numéro 2017-015 du 16-10-2017. Donc quand vous faites une facture d'avoir, ça fait forcément référence à une ancienne facture. Donc la référence et la date doivent apparaître, pour pouvoir faire la relation entre les deux. Et on retrouve les mêmes choses, la désignation des produits, quantité, unité, prix de vente, TVA, total hors taxe, explication des différents taux de TVA, total TTC,
Et en général, sur une facture de doigt, c'est écrit total à payer ou net à payer. Et sur une facture d'avoir, c'est écrit net à votre crédit ou total à recevoir. Voilà, normalement vous êtes tous capables maintenant d'établir une facture en toute conformité avec les règles juridiques. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Je mets également à votre disposition dans la description une formation gratuite qui s'intitule Comment réussir vos examens à coup sûr, dans laquelle je partage avec vous de nombreux conseils et de nombreuses astuces basées sur mon expérience en tant qu'ancien étudiant et en tant que professeur de comptabilité et de gestion. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir expert de demain. A bientôt.